Nous sommes le dimanche 9 septembre. Dans l'actualité ce soir, l'Arc-Antillais sous la menace de la tempête tropicale Isaac. En termes d'intensité, il y a un risque réel que la tempête devienne ouragan. Jean-Noël Degrasse, directeur de Météo France Martinique, fera le point sur ce plateau. 6 mois que les sargasses empoisonnent la vie de nombreux riverains. Au-delà des nuisances visuelles et olfactives, les Martiniquais sont inquiets pour leur santé. Plusieurs médecins tirent la sonnette d'alarme. Choisissez votre activité sportive ce dimanche. Les clubs et autres associations voient leur activité redémarrer avec la rentrée et les Foyalènes n'ont que l'embarras du choix. Après 9 mois de tension entre Jean-Philippe Milor et Alfred Marie-Jeanne, le leader historique du MIM, le divorce est officiel. Le député de la circonscription du Sud est notre invité ce soir. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. La tempête tropicale Isaac est sous étroite surveillance. Elle pourrait évoluer en ouragan et toucher l'Arc-Antillais dès cette semaine. Les prévisions de Météo France montrent un renforcement dans l'Atlantique de ces vents dès demain. Isaac serait dans nos eaux entre la nuit de mercredi à jeudi. S'il reste de l'incertitude quant à son intensité, sa trajectoire ouest semble se maintenir vers l'arc des Antilles. Il est trop tôt pour dire avec certitude quelles seront les îles impactées. Le directeur de Météo France est sur notre plateau pour en parler. Jean-Noël Degrasse, bonsoir. Bonsoir. Alors, où en sommes-nous exactement? Doit-on s'inquiéter? J'allais dire, vous avez fait un superbe résumé en entrée parce que effectivement, c'est une tempête tropicale pour le moment qui est un peu plus de 2000 km de l'arc antillais, en plein, j'allais dire, entre l'Afrique et les Antilles. Alors, c'est un petit système, petit mais qui a tendance à se concentrer et à se renforcer de plus en plus. Donc, on attend à ce qu'il soit ouragan d'ici demain. Et effectivement, il a une trajectoire qui devrait l'amener aux portes de l'arc antillais mercredi. Alors, à cette échéance, donc à plus de 3 jours, voire 4 jours d'échéance, vous comprenez bien qu'il est très difficile d'être précis. On peut quand même cibler la zone de l'arc antillais entre Sainte-Lucie et les îles du Nord, comme zone de passage de ce phénomène, avec une probabilité un peu plus forte vraisemblablement entre la Martinique et Antigua. Le problème encore plus difficile à résoudre, c'est l'intensité. Parce que ce phénomène devrait se renforcer là, dans les 48 heures qui viennent. Ouragan, catégorie 1, voire catégorie 2, peut-être même plus, mais ce n'est pas encore ce qui est envisagé. Par contre, après, c'est très incertain. On n'a pas de... C'est pas comme un ouragan comme Irma, par exemple, qu'on voyait venir de loin, où on savait que ça allait être un ouragan majeur. Alors après, c'était difficile de savoir si c'était catégorie 4, catégorie 5. Alors que là, c'est beaucoup plus complexe parce que vous l'avez vu, il y a d'autres phénomènes, il y a 2 autres systèmes. Alors justement, est-ce que ces systèmes, certains ont tendance peut-être à penser, comme on dit, qu'ils aspiraient la force des autres pour grossir? Oui, alors est-ce qu'on peut se baser sur ce genre de théorie? Il y a des interactions, c'est évident, il y a des interactions. L'ouragan Hélène, qui est en arrière, qui est plus près de l'Afrique, effectivement, a pris, j'allais dire, le plus gros du potentiel énergétique qu'il y avait dans l'Atlantique pour se renforcer. C'est maintenant un ouragan qui est d'ailleurs beaucoup plus gros qu'est notre tempête tropicale Isaac. Et par contre, lui, la chance, c'est qu'il va remonter assez rapidement vers le nord-ouest. Donc, il ne va pas concerner du tout les petites Antilles. Mais vous avez raison, ça a quand même un rôle sur le renforcement, en tout cas la capacité de se renforcer de Isaac. Alors, vous l'avez compris, incertitude sur la trajectoire, mais on cible quand même l'arc antillais. Donc, Isaac est une vraie menace pour l'arc antillais. C'est pour cette raison, par exemple, que ce soir, le préfet de zone, Franck Robin, a réuni tous les acteurs, Météo France, mais aussi la Guadeloupe, les îles du Nord, pour faire le point et pour dire les services de l'État sont là, on a pris en compte le phénomène, on suit, dès qu'il faut être en vigilance, on montera en vigilance, s'il faut faire des alertes, on fera des alertes. Donc par exemple, sachez que a priori, sauf gros changement, mais ça m'étonnerait, on sera en vigilance jaune cyclone en Martinique dès demain, mais également aussi en Guadeloupe et pour les îles du Nord, pour ce phénomène qui devrait arriver, vous l'avez dit, entre mercredi après-midi et jeudi, difficile d'être précis sur le timing. Alors, est-ce qu'on doit être plus inquiet pour Hélène qui arrive juste derrière? Mais non, comme je vous le disais, parce que cette Hélène va remonter plus nord. Alors elle va absorber justement, elle va changer l'environnement de Isaac, mais elle ne va pas du tout nous concerner. De même que l'ouragan Florence qui s'évacue, j'allais dire, vers les États-Unis, qui va menacer les États-Unis, qui devrait être d'ailleurs un ouragan majeur. Donc ça inquiète nos voisins américains, mais ça ne doit pas nous inquiéter. Nous, on doit se focaliser sur Isaac, Isaac en français, et donc bien être conscient qu'il faut suivre
j'allais dire presque d'heure en heure, peut-être pas, mais en tout cas régulièrement, parce que ce phénomène va évoluer et les prévisions vont s'affiner de plus en plus. Là, elles sont encore bourrées d'incertitudes, c'est vrai. Alors, c'est vrai que souvent, les Martiniquais, on a tendance à se dire qu'on échappe un peu à ces phénomènes parce que les trajectoires dévient. Est-ce que quand même la population doit rester alerte? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Alors, on le dit déjà depuis le mois de mai, préparez-vous comme si un ouragan majeur allait passer sur votre tête. Ce message-là, il est valable encore tous les jours. Jusqu'en fin novembre, il sera valable. D'accord ? Maintenant, ce qu'on essaie de faire là, c'est d'être plus précis et de dire à quel moment va falloir vraiment commencer à s'inquiéter, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à s'inquiéter, est-ce qu'on a bien fait les préparatifs qu'on doit faire? Est-ce qu'on a des kits? Est-ce qu'on a de l'eau? Est-ce qu'on a les denrées non périssables? Est-ce qu'on peut écouter les informations? Et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour le moment, je vous le disais, ce qui est anticipé, c'est de la vigilance jaune dès demain, en accord avec les services de l'État pour tous les territoires. Et si la menace doit se préciser, bien évidemment, le système de vigilance, vous le savez, il est progressif. Donc, on pourrait passer au niveau orange, voire au niveau rouge. On n'en est pas là du tout et on ne sait surtout pas pour quel territoire. Il faut attendre de voir, on est dans l'incertitude la plus complète. La vigilance jaune, c'est rester attentif. Quelque chose peut nous menacer. On ne sait pas encore exactement de quelle façon, ni exactement quel territoire, mais en tout cas, il faut surveiller. De toute façon, on fera un point régulier dans nos prochaines éditions. Avant de vous quitter, cet après-midi, certains téléspectateurs nous ont fait savoir qu'on va dire qu'un phénomène dit tornade, ou alors mini-tornade, il faut voir, on voit quelques images en ce moment, serait passé au niveau de la cité d'Ilon. Est-ce que c'est surprenant ce genre de phénomène? Certains parlent éventuellement que ce serait une amorce des conséquences d'Isaac qui se rapprochent. Alors quel est le vrai du faux? Alors c'est une conséquence très indirecte des ouragans et tempêtes qui sont sur l'Atlantique. Pourquoi? Parce qu'ils absorbent beaucoup d'humidité, ces phénomènes cycloniques, ils nous coupent le vent. Et quand on a des conditions comme on a eu à la mi-journée, c'est-à-dire un soleil qui tape très fort, qui chauffe très fort. C'est vrai qu'on avait un paysage… Exactement. Vous avez vu, l'atmosphère était très claire. Donc le soleil tape vraiment très fort. Ça chauffe énormément le sol. Et il y a une capacité justement à créer des mouvements verticaux. Et dans certains endroits, ça crée un petit tourbillon. Mais vous l'avez déjà vu avec des fois des poussières sur un parking ou de la paille dans les champs. Ça fait ce système de tourbillon. C'était très propice cette mi-journée. Il y a même des fois des trombes marines qui se créent dans la baie de Fort-de-France. On en voit quasiment tous les ans. Là, c'était sur Dillon, ce petit phénomène. Alors, on dit tourbillon, c'est vrai que ce n'est pas une tornade ou micro-tornade, mais c'est le même principe, c'est-à-dire un système tourbillonnaire avec de l'air très chaud et puis qui s'élève. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Il n'y a rien à faire. En plus, ça ne traverse pas franchement, ça évolue, ça se crée sur place. Ça fait quelques centaines de mètres et puis ça s'arrête. Voilà. Donc, juste pas être dedans et s'écarter du vent fort. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Les sargasses continuent d'empoisonner la vie de nombreux Martiniquais. Les algues brunes prennent d'assaut continuellement les côtes depuis plus de 6 mois maintenant. Les sargasses en décomposition libèrent des gaz. Les riverains des communes les plus touchées commencent à craindre pour leur santé. Plusieurs médecins de l'île tirent la sonnette d'alarme. Regardez ce reportage de Marie Tricot et Hervé Lézin. La maison familiale de Peggy était un coin de paradis jusqu'à l'arrivée des sargasses il y a 7 ans et une année 2018 rythmée par des échouages massifs sans aucun répit. Nous ne sommes pas entendus, notre souffrance n'est pas prise en compte. Il faudrait soit les ramasser régulièrement et pas de temps en temps parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la rentrée des élèves, donc nous avons assisté au retour des machines que nous n'avions pas vues depuis près de 3 mois. En stagnant, les algues brunes sèchent, se décomposent et libèrent plusieurs gaz, dont du H2S, un gaz irritant. Thierry Lebrun est médecin. Il vit dans un quartier particulièrement touché par les sargasses. Régulièrement, il se rend sur les sites se trouvant à proximité des habitations pour mesurer le taux d'émanation. Il y a des gens qui ont été, des tigistes, travailleurs d'intérêt généraux, qui ont été évacués une zone comme celle-ci. Au bout de 2 heures, ils ont tous fait un malaise, ils ont été évacués par ambulance, quoi. Quand vous interrogez les gens, ils décrivent tous les mêmes signes, les yeux qui pleurent, mal à la gorge, des douleurs abdominales, de l'eczéma, mal à la tête, des nausées, des vomissements. Josette vit à 150 mètres du rivage. Elle veut aujourd'hui vendre sa maison. C'est invendable avec les sargasses, voilà, c'est ça le problème.
Parce que si c'était pour vendre, vraiment, on se sent abandonné. Au CHU de Martinique, une permanence accueille les patients souffrant de symptômes liés au phénomène. Depuis le mois de mars, 150 personnes ont permis aux toxicologues en charge de récolter des données scientifiques. Mais sans études expérimentales sur le long cours, impossible de mesurer réellement l'impact d'une exposition chronique sur la santé. La réponse viendra vraiment d'études bien conduites, bien faites, prospectives, bien randomisées, et là on verra, on apportera la réponse. Pour l'instant, j'en ai pas. Des barrages ont été installés dans les zones les plus envahies, mais cette mesure reste marginale et régulièrement défaillante. Un divorce déjà pressenti, le torchon brûlait depuis plusieurs mois entre le député de la Martinique Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne, le leader historique du MIM. Le lundi, Jean-Philippe Nilor a annoncé sur RCI sa démission du parti. Le député du Sud envisagerait de créer son propre mouvement politique. Jean-Philippe Nilor, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, revenons sur vendredi soir, l'annulation de l'Assemblée générale dans une ambiance, on va dire, très électrique. Vous êtes resté discret. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout intérêt à rester discret. Je ne vois pas pourquoi certains veulent systématiquement jeter de l'huile sur le feu. Comme si l'image qu'on offrait à la population martiniquaise n'était pas suffisamment déplorable comme ça. Moi, je considère tout simplement, je leur demande à ceux qui veulent toujours attiser la haine, les conflits entre nous, de considérer que ma décision de démissionner du MIM, c'est une décision qui est non seulement mûrement réfléchie, qui est irrévocable, mais c'est une décision d'apaisement quelque part, puisque visiblement je gênais à l'intérieur. Maintenant que je pars, ça devrait soulager tout le monde, or ce n'est pas le cas. Donc on voit bien qu'il y a véritablement un problème qui se pose. Ce problème, c'est celui de la conscience qu'on a, de l'importance de l'image qu'on donne au peuple martiniquais, notamment à la jeunesse martiniquaise. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes, beaucoup de Martiniquais, de compatriotes sont dégoûtés de la vie politique, parce que justement, ils ont été trop servis en antagonisme, en conflit de personnes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde, même les Coréens du Sud et les Coréens du Nord arrivent à faire un rapprochement. Même les Israéliens, les Palestiniens arrivent à signer des cessez-le-feu pour compter les victimes, pour soigner les blessés. Et nous, en Martinique, nous sommes dans une guerre larvée. Alors, c'est votre lecture aujourd'hui du MIM, aujourd'hui, de ce qui se passe à l'intérieur du MIM? C'est votre lecture aujourd'hui que vous pouvez faire? Oui, forcément, mais je ne veux pas non plus cracher dans la soupe. Le MIM, c'est 20 ans, c'est 20 dernières années de ma vie. Ce sont des années très importantes. C'est un parti qui m'a beaucoup porté avec des membres, et notamment un président du MIM qui m'a beaucoup porté. Et je le reconnais. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait du bien qu'il faut l'autoriser à faire du mal non plus. Et lorsque un homme qui reste un homme se trompe ou part dans une dérive, il faut qu'il y ait autour de lui un entourage suffisamment vigilant et suffisamment courageux pour lui rappeler que ce n'est pas la ligne, que ce n'est pas ça les comportements qu'on attend d'un président. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une cour aujourd'hui qui s'est développée autour du président et qui, en définitive, précipite sa chute. Et ça, je le regrette. Donc vous n'étiez plus apparemment dans cette cour depuis quelques mois? Non, je n'ai jamais été dans cette cour. Vous n'avez je n'ai jamais cultivé l'esprit de cour et je n'ai jamais été courtisan et je ne souhaite pas non plus être courtisé. Depuis quand avez-vous pris cette décision de démissionner? Cette décision de démissionner, elle date de quelque temps. Mais j'aime bien prendre le temps, mesurer, Mais qu'est-ce qui a peser. précipité alors le fait Mais ce qui a précipité, c'est la dérive antidémocratique. Moi, je considère que lorsque la divergence, c'est une bonne chose. Moi, je pourrais faire l'éloge de la divergence. Pas la divergence pour la divergence, tout simplement, mais parce que simplement, personne n'est dépositaire d'une vérité absolue et personne n'a raison sur tous les points. Pas plus un homme qu'un parti politique. Donc, il faudrait au contraire mettre en avant l'intérêt de l'échange, de cette diversité-là qui fonde notre culture, notre Martinique, diversité d'origine, diversité d'histoire, etc. C'est précisément à partir de cette diversité qu'on devrait pouvoir rechercher le maximum d'objectivité et puis essayer de tirer le pays vers le haut. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, c'est vrai, il y a eu des épisodes particulièrement marquants. Moi, je ne veux
Vous en avez souffert? Oui, au début, j'en ai souffert. Je ne l'ai pas montré, mais j'ai souffert de ces critiques, de ces accusations infondées. On me traite de traître, mais sans jamais avoir apporté un moindre élément de preuve. Au-delà de l'homme politique, c'est l'homme en lui-même qui a été blessé à certains moments? Oui, forcément, l'homme a été blessé, son entourage aussi, puisque j'ai été attaqué avec la complicité de certains dirigeants de mon parti sur ma vie personnelle, sur ma vie privée. Donc forcément, ça impacte. Mais vous savez, lorsqu'on essaie de vous détruire et qu'on n'y parvient pas, ça vous rend plus fort. Et je vous assure, ça a renforcé ma détermination à me battre contre ce genre de pratiques-là. Pas contre des personnes, mais contre des pratiques qui ne portent rien de positif dans notre pays. Alors justement, vendredi, vous deviez remettre votre carte. Ça n'a pas été fait, j'imagine bien. Ça n'a pas été possible, voilà. Je regrette. Voilà. Bon, je pense que ce n'est que partie remise, comme on pourrait le dire. Mais aujourd'hui, donc vous quittez le mime, mais vous ne quittez pas la scène politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que je serai encore plus présent, malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, sur la scène politique martiniquaise. J'entends, avec d'autres, œuvrer, contribuer à l'émergence d'un grand mouvement politique. Un mouvement politique qui ne serait plus basé sur l'idée d'un pouvoir personnel, de l'exercice du pouvoir par un homme ou une femme providentielle, mais précisément sur un pouvoir collégial, un mouvement politique qui se fonderait sur la nécessité de réconcilier les Martiniquais entre eux, d'arrêter de considérer que l'autre, qui n'est pas d'accord avec soi sur un point, est systématiquement un ennemi. Un parti politique qui essaierait de réconcilier aussi les problématiques idéologiques, mais ça, on l'a beaucoup culturel et économique. Mais je ne sais pas si il y a beaucoup d'autres partis aussi qui mettent, on va dire, en avant ce côté participatif, collégial, sans des fois d'étiquette, forcément se rassembler pour la Martinique. C'est quoi la différence? Vous serez, je crois, le 27e parti en Martinique. C'est quoi la différence quand on voit surtout que quand on arrive devant les urnes, le taux d'abstention, lui, ne cesse de diminuer. Donc, c'est quoi la différence? On pourrait parler, ça resterait des discours. Je vous donne rendez-vous en janvier et je pense que vous commencerez à percevoir la différence. Mais en tout cas, dans notre état d'esprit, il ne s'agit pas d'instaurer un énième parti politique en Martinique. Ce que nous souhaitons, c'est provoquer un séisme positif, une prise de conscience de tout un chacun. Peut-être que tout le monde ne pourra pas travailler ensemble. C'est peut-être un rêve, un doux rêve, mais qui n'est pas accessible aujourd'hui. Mais nous allons pouvoir démontrer que des Martiniquais sont capables de relever le défi de l'image de la Martinique qui est nettement détériorée aujourd'hui, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, et c'est peut-être le pire. Alors, vous nous avez donné rendez-vous en janvier 2019. Et pour 2020, c'est aussi un de vos objectifs, la CTM? La CTM, ça devrait être plus 2021 que 2020. 2020, il y aura les municipales, et ce sera déjà un premier objectif. Mais très clairement, oui, la CTM, pourquoi pas? Et pourquoi nous n'aurions pas le droit d'offrir une proposition, un projet au peuple martiniquais qui va se déterminer de manière tout à fait sereine et en toute conscience. En tout cas, les premiers retours de ma déclaration, je peux vous assurer qu'ils sont particulièrement positifs dans toute la population martiniquaise. Je crois pouvoir dire en toute humilité que nous avons déjà provoqué un engouement de gens qui étaient déjà un peu dégoûtés de la politique. Alors, de qui sont ces gens? Qui va se mettre à vos côtés? Mais paradoxalement, beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes âgées. Comme quoi, et de visages politiques aussi connus? Il y aura des visages politiques connus. Comme qui? Non, vous n'aurez pas de nom ce soir. Souffrez d'attendre quelques temps. Mais aussi des personnalités du monde associatif, du monde sportif, du monde culturel. Beaucoup de personnes déjà impliquées, mais beaucoup de talents que la Martinique gagnerait à découvrir. Et je pense que
dans notre pays même, au sein même de notre territoire, de notre peuple, il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de talent, beaucoup de compétences. Nous ne demandons qu'à les voir émerger et être fiers de ce que la Martinique peut produire aujourd'hui. Force est de reconnaître qu'il n'y a pas de quoi être fier de ce que l'on voit. Mais la Martinique mérite mieux et est capable de beaucoup mieux. Aujourd'hui, le dialogue est rompu avec Fred Marie-Jeanne. Vous avez l'intention de lui parler, d'échanger avec lui, même de parler de vos projets? Vous savez, lorsqu'on est face à un mur, lorsque vous avez un interlocuteur qui vous rejette, qui vous expulse, qui ne veut pas parler, bon, vous pouvez patienter un moment, essayer, puis à partir d'un certain moment, lorsque l'inadmissible a été dépassé depuis longtemps, il y a des décisions à prendre. Cette décision-là, c'est de se tourner vers l'avenir, en se fondant sur le positif, sur tout ce qui a été fait de positif, mais en imaginant et en concevant tout ce qu'on peut faire de positif pour notre pays dans les années à venir. Moi, c'est ce qui m'intéresse désormais, c'est l'avenir, les réponses que nous pourrons être en mesure de porter aux problématiques qui affectent le quotidien de notre peuple. Merci beaucoup, Jean-Philippe Linord, d'avoir répondu à nos questions. À la veille de la rentrée générale, il est sans doute temps de remettre à l'heure l'horloge de vos enfants et de les aider à retrouver un rythme régulier pour affronter cette nouvelle année avec plein d'énergie. Nous avons suivi au réveil, deux jeunes petits écoliers pour qui la reprise des bonnes habitudes ne semble pas si évidente. Régine Germani et Guy Raphaël René. Se réveiller le matin reste un cauchemar, un calvaire pour la plupart des enfants, soit parce qu'ils se couchent trop tard ou parce que pour certains, ils ne sont pas encore dans le rythme scolaire. Eva, c'est l'heure ma chérie, il faut se réveiller pour aller à l'école. Trop tôt encore. Je veux dormir encore un peu. Non, c'est fini, les grasses matinées. On va réveiller ton frère? Je préfère me coucher tard et me réveiller tard que me coucher tôt et me réveiller tôt. Moi, je suis une tellement grosse dormeuse qu'il me faut au moins 10 000 heures pour me reposer. Alors le soir, je me couche à 19h et quand c'est vraiment exagéré, c'est 21h. Trouver la bonne heure pour se coucher, la bonne heure pour se réveiller, une vraie organisation pas toujours facile à respecter. Normalement, le coucher, c'est 8h30, mais bon, ça traîne jusqu'à 9h, mais sinon pas plus tard que ça. Le coucher, c'est 20h ou plus tard. Le matin, elles sont déjà réveillées avant l'heure, donc ça va. D'accord, elles se réveillent à quelle heure? 6h30, au plus tôt 6h. Ma fille est au lycée, 21h, elle est au lit. Je peux aller jusqu'à 21h30, mais au lit. Quand c'est les vacances, ils ne se couchent pas avant 10 ou 11h, quoi. Donc c'est pas tout à fait le bon rythme pour un enfant qui va à l'école. C'est plutôt coucher 9h, 9h30, et puis aux Antilles, l'école commence plus tôt, donc c'est lever plus tôt, il faut se lever à 6h pour les parents aussi. Donc, Pourquoi est-il important de respecter les heures de sommeil? Il en va de leur bien-être pour une bonne journée. Il y a des conséquences. On est plus agité, on est irritable, la concentration est beaucoup plus difficile. Et bien sûr, le travail scolaire en pâtit, les relations avec les autres en pâtissent aussi, ainsi que les relations avec l'enseignant. Entre 3 et 6 ans, 12 heures de sommeil, 6 et 7 ans, 10 heures. Mais il reste important de pouvoir respecter le rythme de sommeil de chaque enfant. C'est la rentrée, l'heure des bonnes résolutions a sonné. Pourquoi ne pas se remettre au sport? Oui, mais lequel? Ce dimanche, pour faciliter la tâche, une trentaine de clubs sportifs et d'associations ont investi la place Fabien-Véronique au centre-ville de Fort-de-France. Un même lieu pour faire son choix, se renseigner, voire même s'inscrire. Sandrine Claude y a fait un tour. Regardez. Le choix est fait.
Bénédicte opte pour des cours de Zumba Fitness. Après avoir récemment monté son entreprise, cette jeune maman a décidé de prendre du temps pour elle. Avec les surcharges de travail, on a besoin de ça, de danser, de transpirer, d'être dans une ambiance dynamique et joviale. Mais s'inscrire à des activités a un prix. Il faut pouvoir jongler entre toutes les dépenses de la rentrée. 500 € l'année, et effectivement c'est un budget qu'il faut prévoir, et voilà, mais ça c'est moi, parce que j'adore la danse. Donc voilà, j'ai besoin de ça, donc je fais ce qu'il faut. Body shake, soca fit ou encore samba, une formule qui attire une clientèle essentiellement féminine. Les femmes prennent davantage plus de soin d'elles. Après un enfant, elles se disent qu'il faut que voilà, reprendre le sport. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que faire du sport, ça permet aussi de déstresser. Et comme souvent, les jeunes veulent eux-mêmes choisir leur activité. C'était pour m'inscrire à la boxe. Tu as trouvé ton bonheur? Non, pas encore. Je pense que j'ai trouvé ce qui m'intéressait. Le TIO. C'est important pour eux aussi de découvrir, pour qu'après plus tard en fait ils aient une passion, un centre d'intérêt, et qu'ils s'épanouissent tout simplement dans la vie. Je pense que c'est normal qu'un enfant puisse commencer à faire du sport très tôt, pour l'épanouissement, pour l'équilibre de sa vie, surtout pour l'école, pour de tout, quoi. En plus des inscriptions, les associations privilégient ce contact physique pour présenter leurs nouvelles offres. On va lancer une école de sauvetage pour les tout petits, et il faut expliquer aux gens ce que c'est, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. C'est une activité que nous lançons cette année. Et face à un panel d'activités sportives de plus en plus large, c'est l'occasion pour d'autres de mener une opération séduction. On avait 80 adhérents la saison dernière. Il y a 2 ans de ça, on était monté à plus de 100. On essaye à nouveau de regrimper au-delà des 100. Non seulement l'offre, comme vous l'avez très bien dit, augmente, mais la demande également. Et donc c'est ce type de plateforme qui permet la rencontre de ces deux parties et peut-être qui suscitera des vocations. Une journée d'inscription qui n'aura pas attiré la foule des grands jours, mais les associations sont-elles bien prêtes à faire leur entrée? Ce dimanche avait lieu au Marigot la reprise des courses de côte. Au départ, 17 pilotes. Patrick Blessot remporte cette course. Le pilote place à Martigny MK37 sur la première place du podium en 53 secondes 61 centièmes. Il est suivi de Michel Akari. Patrice Elinis complète le podium. Vous voyez ces images de José Le Chertier. L'intersaison est donc terminée ce matin, c'est au Marigot, comme je vous le disais, que 17 pilotes ont repris le volant. Un objectif commun, faire le meilleur chrono, quel que soit le bolide. Portrait de pilote au petit budget, mais au cœur bien accroché. José Le Chertier a embarqué avec eux. Stéphane, tu peux y aller. Ok, nickel. Enfiler son casque avant de grimper à bord, un geste que Stéphane reproduit depuis 2013. À l'adolescence, il découvre en même temps que son frère la passion du rallye en jouant à un jeu vidéo. Dès l'obtention du permis, son amour pour les voitures de collection le pousse à investir dans cette Corolla. Malgré les années qui séparent son véhicule des autres du plateau, il parvient tout de même à le hisser sur le podium. Ça veut dire qu'on évolue, qu'on arrive à être plus confiant dans la voiture, à être plus performant, à être plus fiable aussi. La voiture, elle a eu très peu de panne depuis 2013 qu'on fait de la course, elle a très peu de panne, on ne fait pas de sortie de route. Sa vitesse, sa régularité et ses passages au fil du rasoir lui valent la confiance d'un partenaire présent à ses côtés dès ses débuts. On a un super sponsor NPS qui nous suit depuis fin 2013 et il nous aide, c'est grâce à lui qu'on fait évoluer la voiture au fur et à mesure et ben, ça continue comme ça. On cherche un peu toujours d'autres sponsors parce que pour arriver au niveau des autres véhicules qui sont vraiment des véhicules de compétition. Aujourd'hui, sur la course de côte du Marigot, Stéphane fait quasiment jeu égal avec la Mitsubishi des frères Elinis. Deux frères qui se partagent la voiture le temps d'une journée. Timide et réservé de nature, Patrice n'ose pas s'exprimer aux commandes du véhicule de Guy. Pour son frère, l'objectif est simple, faire mieux. C'est difficile. En fin de compte, comme c'est la voiture de mon frère, justement, alors je fais beaucoup plus attention à ne pas... voilà. La casser. Dès qu'il a fait un meilleur temps que moi dans ma tête, j'essaie de faire mieux. Je ne veux pas dire que je vais arriver à son niveau, mais j'essaie de faire mieux. Je fais très attention, on a déjà vu ça. Et de gagner une course de côte et de gagner un rallye, c'est tout ce que je souhaite, quoi. Gagner une course de côte ou un rallye, c'est aussi le leitmotiv de Jean-Marc. Avec sa petite expérience, il tente dans un premier temps une place dans le top 10. Ça va faire 2 années.
Je suis en train de poursuivre et je monte en force. Une montée en puissance qui se fait en douceur. Jean-Marc est encore loin de rivaliser avec les ténors, mais cette compétition marque le début d'une longue épopée. Information pratique maintenant pour les usagers de la route départementale numéro 22, quartier Étoile-Moreau, sur la commune du Lorrain. La circulation sera réglementée à partir de ce lundi 10 septembre. Pour les piétons et les véhicules, la circulation sera interdite de jour jusqu'au vendredi 28 septembre de 8h à 16h avec réouverture tous les soirs. Les usagers pourront emprunter la déviation mise en place par la RD 22 bis, quartier Font-Grand-Anse, Macédoine. Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation mise en place et de faire preuve de prudence. Et avant de refermer ce journal, pour ceux qui souhaitent faire un don de sang, demain, un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h à la base militaire du Fort de Zé à Fort-de-France. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. L'Arc-en-Tillais sous la menace de la tempête tropicale Isaac. En termes d'intensité, il y a un risque réel que la tempête devienne un ouragan. Jean-Joël Degrasse, directeur de Météo France Martinique, a fait le point sur notre plateau. 6 mois que les sargasses empoisonnent la vie de nombreux riverains. Au-delà des nuisances visuelles et olfactives, les Martiniquais sont inquiets pour leur santé. Plusieurs médecins tirent la sonnette d'alarme. Choisissez votre activité sportive. Les clubs et autres associations voient leur activité redémarrer avec la rentrée et les Foyalais n'ont que l'embarras du choix. Après 9 mois de tension entre Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne, le leader historique du MIM, le divorce est officiel. Le député de la circonscription du Sud était notre invité ce soir. Restez avec nous. Tout de suite après, vous retrouvez l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À 20h, un téléfilm américain, Un voisin intrusif. Demain, c'est le grand retour de Sabrina Doré dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée sur ATV.